taper vite sur les... Parti. C'est parti. Eh bien, bienvenue à ce rendez-vous du 50, donc sur la réforme du service des litiges. Je me présente, Michel Bonanvix, donc je suis le président de ce service, de cette commission, et je suis assisté aujourd'hui de mon confrère et ami, je suis obligé de dire ami malheureusement, de mon confrère et ami Jean-Marie Tumrel, qui s'occupe donc aussi de plein d'autres choses à l'ordre, et donc c'est pour ça qu'on est content qu'ils viennent avec nous, de Kelly Casparetto, qui est donc la responsable de la résolution des litiges, et de Thomas Bidou, qui est un de nos juristes émérites. Donc on vous remercie tous d'être, en tous les cas, moi je vous remercie d'être là avec moi. Donc un petit point vite fait sur l'organisation donc du service résolution des litiges, où alors on va dire, on a un président, donc moi, 4 vice-présidents, donc Jean-Marie plus 3 autres vice-présidents. On a à peu près 51 membres qui se répartissent entre les conciliateurs, arbitres et aussi les membres de la commission. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on parle, une fois vous verrez qu'on parle de commission résolution des litiges, des fois on parle de, donc je vais assez vite parler de la commission respect des devoirs professionnels, comme ça ce sera plus simple pour moi. Donc on a des membres qui siègent dans cette commission respect des devoirs professionnels, et on a ensuite 4 permanents, voilà, dont aussi Laurence et Aline, voilà, qui sont là en face. Vous les voyez pas pour ceux qui sont en ligne, mais donc qui sont aussi en face de nous. Voilà, donc quel est le rôle du service résolution des litiges? C'est bien évidemment de traiter des litiges qui peuvent arriver, alors soit entre experts comptables, et soit entre experts comptables et clients. Voilà. Donc l'activité de la commission, alors l'activité d'abord de la commission respect des devoirs professionnels, on a une vingtaine de réunions par an. L'idée était, en fait, il y a quelques années, on avait une seule réunion par trimestre. L'idée a été d'accélérer les choses, et donc ça fait aussi partie de ce qu'on a réformé. Alors, la réforme, on a une réforme qui est plus récente, qui date de janvier, mais l'idée, on va dire que la réforme, elle est permanente au niveau de l'ordre. Donc on avait déjà décidé il y a quelques années d'accélérer cette commission respect des devoirs professionnels en tenant en gros 2 commissions par mois. Donc vous verrez que si jamais vous avez la chance ou la malchance, ça dépend comment vous voyez les choses, donc d'assister à cette commission respect des devoirs professionnels, il y en a une à peu près tous les 15 jours. Voilà. Ensuite, au niveau de ce qu'on appelle ce qu'on appelle la commission conciliation et arbitrage, là on a donc là évidemment ce sont des réunions individuelles, et donc on a 86, je crois qu'en 2022 on a 86 réunions de conciliation ou d'arbitrage. Donc la conciliation ou l'arbitrage, c'est quelque chose encore de différent. Tout ça, on va vous l'expliquer après. Là, c'était juste pour vous brosser un schéma d'ensemble sur l'activité de cette commission. Je dirais que et ça nous fait tout ça un total de 460 dossiers. Alors c'est depuis le début de l'année, ça veut dire donc soit a priori maintenant de plus en plus on est sur des dossiers qu'on a traités et qu'on espère avoir bien traités. Je voulais juste dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait pour à peu près 6500 experts comptables, vous voyez qu'on est finalement un nombre de litiges, je trouve relativement raisonnable. Alors bien sûr qu'on ne traite pas tous les litiges, on va dire on ne traite que des litiges dont l'ordre est saisi, mais je trouve que voilà, on va se faire un peu d'autosatisfaction. On va dire que, on a une bonne profession qui finalement respecte bien ses clients, et 2, que au niveau de l'ordre, l'amélioration en fait constante de ce service résolution des litiges fait qu'on arrive à traiter les choses dans des délais raisonnables, et que du coup, je pense qu'on rend un vrai service à la profession et surtout à son image vis-à-vis de l'extérieur. Voilà. Donc un petit peu pour vous expliquer donc l'organisation de ce service résolution des litiges.
bien entendu, on a un certain nombre de litiges. C'est peut-être ça qui est difficile à comprendre vis-à-vis de l'extérieur. Mais par contre, c'est de plus en plus clair. En tous les cas, je pense au niveau de l'ordre et des permanents qui traitent ces problèmes. C'est très clair pour nous. On a, on va dire, évidemment, première grande catégorie de litiges, c'est les litiges d'honoraires. Donc voilà, donc les litiges d'honoraires, pour nous, c'est un problème de conciliation ou d'arbitrage. Voilà. Donc soit, alors faut pas, je dis, faut avoir peur de m'interrompre. Hein, si je dis des conneries, Jean-Marie, tu n'hésites pas à m'interrompre. Donc les problèmes d'honoraires. Donc soit en fait, alors quand c'est par exemple des problèmes de cession, je parle d'honoraires ou de litiges entre on va parler d'honoraires d'abord. Donc, quand c'est des problèmes d'honoraires, principalement, nous, au niveau de l'ordre, on aime bien la conciliation et on va parce que c'est une procédure qui finalement a beaucoup d'avantages. Des avantages, c'est qu'elle est rapide, c'est qu'elle est, elle est simple. Et en plus de ça, elle a un deuxième avantage qui est un avantage psychologique, qui est le fait que comme les deux parties, en fait, les parties ne sont pas obligées d'accepter une conciliation. Donc, comme les deux parties, finalement, quand elles concilient, finalement, les deux parties on va dire, sont moteurs, sont parties prenantes et signent la conciliation, c'est un gros avantage psychologique puisque quelque part, elles ne peuvent pas dire qu'on leur a imposé une mauvaise décision. En tous les cas, elles ont accepté de leur plein gré de valider cet accord. Donc, nous, à l'ordre des experts comptables, on aime bien, dans les litiges d'honoraires, on aime bien la conciliation. Deuxième, je regarde ce qu'il y a d'autre, un petit peu avant encore. Kelly, je vais pas aussi vite que ça, Kelly. Donc, deuxième grande catégorie. Donc là, l'arbitrage aujourd'hui. Alors, on pourrait faire, bien sûr, on peut faire des arbitrages aussi avec des clients. Donc, la grande différence au niveau de l'arbitrage, et là, avec moi, j'ai un de nos arbitres émérites, donc Jean-Marie, qui pourrait détailler un peu plus si besoin. Mais donc, la différence entre la conciliation et l'arbitrage, c'est que là, l'arbitre rend une sentence qui s'impose aux parties. Donc là, vous voyez que là, c'est pour ça que je disais que psychologiquement, on est dans un domaine un peu plus, on va dire, coercitif. C'est-à-dire qu'en fait, là, et en plus de ça, il n'y a pas de possibilité d'appel. C'est-à-dire que le règlement d'arbitrage de l'ordre ne prévoit pas de procédure d'appel. Donc, la sentence de l'arbitre est rendue en dernier ressort. Donc ça veut dire que, alors, assez souvent, en fait, on retrouve cette procédure dans les litiges entre experts comptables. Et en plus, pour réduire encore le champ, entre experts comptables sur des problèmes d'association, de cession de clientèle, etc. Donc, on est vraiment sur quelque chose de... Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est des procédures qui sont quand même plus lourdes, puisqu'il y a tout un juridisme, puisqu'on rend une sentence en dernier recours, en contrepartie de quoi il y a quand même un gros juridisme à respecter. Il y a le problème de la... Comment on dit déjà le fait le contradictoire, donc il y a tout le contradictoire à respecter, etc. Donc c'est forcément plus lourd, souvent sur des montants, pas besoin de vous expliquer que la cession d'un cabinet, ça peut représenter des sommes importantes. Donc en fait, voilà, donc c'est une procédure qui est plus lourde et qui est aussi plus chère au niveau, on parlera peut-être tout à l'heure du montant des honoraires, enfin des frais, des diverses frais. Et donc la procédure d'arbitrage coûte plus cher, sauf si c'est quand c'est un arbitrage entre confrères, c'est un peu moins cher quand c'est un arbitrage entre un expert comptable et un client, mais à ce moment-là, à nouveau, ça n'est que pour des problèmes d'honoraires. C'est pour ça qu'on n'est pas sur les mêmes, c'est pour ça qu'on est quasiment sur le même tarif que pour la conciliation. Ensuite, je suis toujours encore en arrière sur l'organisation en fait du service conciliation et le type de litige qu'on peut traiter. Et on va faire l'inverse. Quels sont les litiges qu'on ne traite pas? C'est les problèmes on va dire, de responsabilité civile ou je sais pas, le client qui appelle, qui dit, oh, voilà, l'expert comptable m'a fait un mauvais bilan, il a passé une mauvaise écriture à un mauvais endroit, voilà. Ben, ça, en fait, ça n'est pas du ressort du service résolution des litiges. Et pourquoi? Parce que, en fait, tous les experts comptables sont assurés, et comme tous les experts comptables sont assurés on va dire, on espère, puisque c'est une obligation légale. Et donc, comme tous les experts comptables sont assurés, ce problème de responsabilité civile est du domaine de l'assurance. On a essayé il y a quelques années de faire
faire intervenir nos assureurs au niveau du service résolution des litiges, mais comme ils ne venaient pas, on a considéré qu'en fait, il valait mieux que la procédure soit renvoyée vers eux. Donc en fait, si vous avez un litige avec un client dans ce domaine-là, le client doit vous mettre en demeure de saisir à titre conservatoire votre compagnie d'assurance et ce sera ensuite géré par les avocats de la compagnie avec les avocats de la partie adverse, etc. Mais en tous les cas, ce ne sera pas géré par l'ordre. Donc, vous voyez, troisième grande catégorie de litige. Donc, on a vu les problèmes d'honoraires avec conciliation et arbitrage. On a vu ce qu'on ne gère pas, c'est les problèmes d'assurance. Et encore une catégorie, par contre, qu'on gère, et qui est évidemment du domaine de l'ordre, c'est tous les problèmes de respect de la déontologie. Donc, imaginons, je ne sais pas, on a un confrère qui veut appliquer un droit de rétention. Kelly nous parlera de tout ça tout à l'heure en détail. On a un confrère qui veut appliquer un droit de rétention. Ce droit de rétention, il l'applique de façon abusive parce qu'il ne respecte pas alors soit la forme, soit le fond. Partant de là, il est en infraction avec la déontologie et donc il est susceptible d'aller devant la commission respect des devoirs professionnels, voilà, d'être convoqué pour voir, déjà peut-être pour lui rappeler les textes et ensuite pour voir si on peut, puisqu'on est quand même toujours dans l'aspect résolution des litiges, pour voir comment nous on peut essayer d'arranger les choses. Voilà. Donc ça c'est j'ai rien oublié. Thomas, c'est bon, c'est bon, merci, c'est gentil. Voilà, et bon, et après, on a un beau tableau, j'aime bien le tableau qui est fait, non? Ouais, moi direct au tableau. Ouais, après, on reviendra en arrière s'il faut, mais donc en fait, voilà, de façon très très pratique. Et alors juste un dernier. C'est pas pour un type enfin si c'est pour un type de litige précis, mais on a aussi créé, donc ça date de la réforme de cette année. On a créé une nouvelle procédure qu'on appelle dérogatoire, qui est plus une procédure d'urgence. Donc en fait, voilà, ne vous dites pas, c'est pas une nouvelle commission, et là on a essayé de prévoir dans des critères dans des cas très spécifiques. Par exemple, vous pouvez imaginer le client a un contrôle fiscal, il est en litige avec son expert comptable, mais il a un contrôle fiscal, il a absolument besoin de son FEC. S'il n'arrive pas à avoir son FEC pour le prochain rendez-vous, l'inspecteur le menace de l'amende de 5 000 € par exercice, etc. Voilà, donc on a essayé de prévoir, on avait de temps en temps ces cas-là, on a essayé de prévoir une procédure, alors qui est une procédure, on va dire, peut-être moins juridique, mais plus, on va dire, diplomatique. Donc, on a essayé de prévoir une procédure d'urgence avec ou le président ou un des vice-présidents. On essaye de contacter les parties pour voir comment on pourrait, au moins à minima, faire avancer les choses. On va dire nonobstant le fait qu'éventuellement, après, ils peuvent continuer en conciliation ou arbitrage, ou alors on peut aussi les passer, enfin, leur demander, les convoquer en respect des devoirs professionnels. Donc, cette procédure-là, elle est évidemment, c'est pas une procédure qu'on va appliquer dans tous les cas, sinon on ferait que ça. Donc c'est une procédure exceptionnelle, c'est pour ça qu'on parle de procédure dérogatoire. Et si on prend le schéma, en fait, soit on arrive à résoudre le problème et à la limite tant mieux pour tout le monde, soit on n'arrive pas à résoudre ce problème-là et on vous renvoie ensuite vers les trois, oui, il manque une flèche pour dire qu'après on vous renvoie vers les trois autres procédures, le cas échéant. Voilà, donc ça, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc, qu'est-ce que coûte aujourd'hui? Ça aussi, c'est un grand changement qu'on a fait au niveau de cette réforme. On n'avait pas trop de plaintes au niveau de la commission respect des devoirs professionnels puisque c'était gratuit. Donc là, on n'avait pas trop de problèmes. Et on avait un peu de problème au niveau peut-être de la conciliation, mais c'était pas très cher à l'époque, c'était 480 €. Mais il se trouvait que dans d'autres régions, c'était moins cher. Donc on a décidé, et puis pendant le Covid, on avait fait une réduction de 50% aussi sur ces frais de conciliation. Donc on a décidé en fait de tout uniformiser, c'est-à-dire éviter aussi que des gens, lorsqu'on avait des gens qui disaient non, mais mon problème, c'est pas un problème de conciliation pour pas payer, c'était juste un problème de respect des devoirs professionnels. Donc pour éviter ces aspects-là, on a mis le même tarif sur toutes nos procédures
je mets à part la procédure d'arbitrage, comme je vous l'ai dit, qui est une procédure particulière, qui est plus complexe et qui est plus chère. Et donc on met à part la procédure d'arbitrage, mais au niveau de la conciliation, au niveau donc des procédures, soit respect des devoirs professionnels, soit conciliation, le tarif est le même. Deuxième grand changement qu'on a fait, c'est que, et ça nous a servi en fait, alors, le fait de faire payer, je vous avais dit qu'avant, la commission respect des devoirs professionnels, le gratuit n'a pas de valeur, mais en même temps, des fois, le gratuit entraîne un surcoût, un surcroît d'activité. Donc, ça nous a permis, le fait de faire payer toutes les procédures, ça nous a permis d'éliminer les petits litiges, on va dire, liés. Vous savez, des fois, les gens, c'est une question de principe. Oui, mais il m'a facturé 42,32 € de trop par rapport à ce qu'il m'avait dit au départ. Bon, 42,32 €, mais vous devez payer 180 €. Ah ben non, mais non, finalement, c'était pas grave. Ça m'a fait plaisir de lui donner 42 €. Voilà, donc au final, voilà, ça nous a permis d'alléger un peu on va dire notre service respect des devoirs professionnels. Tu voulais dire un truc, Jean-Marie? Si tu n'arrives pas à allumer ton micro, je te passe le mien. Il est allumé. Oui, juste préciser, Michel, les frais de dossier, les 180 €, c'est le demandeur qui les paye. Or, souvent, dans cette commission respect des devoirs professionnels, on s'est aperçu que 9 fois sur 10, le demandeur était le client. Donc, un des aspects qui bloquait souvent la demande de conciliation, c'était le prix pour l'expert comptable qui disait « mais pourquoi je suis obligé de payer quelque chose alors que je ne demande rien ?» Ici, effectivement, c'est le demandeur seul qui paye. Le demandeur est 9 fois sur 10 le client. Donc, l'expert comptable qui aujourd'hui a quand même une obligation d'aller en conciliation, ne peut plus arguer de ce coût financier, puisque souvent c'est pas lui qui a le coût financier, c'est le client. Et c'est un deuxième avantage, donc aussi de ne faire payer que le client, c'est que ça nous a fait gagner aussi du temps, on le verra un peu plus tard, ça nous a fait gagner aussi du temps sur les délais, puisque avant dans l'ancien système, avant de pouvoir, on va dire, par exemple, faire une conciliation, il fallait que les deux parties aient payé. Là, vous voyez qu'en l'occurrence, maintenant, il n'y a qu'une seule partie qui a besoin d'avoir payé, donc ça accélère aussi les traitements. On le verra tout à l'heure. Tout à fait. Et si je peux me permettre de compléter, il s'agit de frais d'ouverture de dossier. Donc effectivement, à 90% des cas, ce sont les clients qui nous saisissent. Parfois, ça peut arriver que ce soit un expert comptable et dans ce cas-là, effectivement, les frais sont à sa charge. Et aussi, pour compléter également, avant, il y avait une sorte de cloisonnement, en fait, différentes procédures. Donc, un dossier qui passait devant la commission, respect des devoirs professionnels, parfois donner lieu à un litige d'honoraires, par exemple. Et dans ce cas-là, le dossier basculait ensuite en procédure de conciliation, sachant que la commission était gratuite. Du coup, en procédure de conciliation, il y avait des frais qui étaient à régler. Et parfois, ça pouvait poser des difficultés du coup pour poursuivre au niveau du dossier. Donc là, au moins, il y a un tarif qui est unique, qui est de 180 € pour l'ouverture des dossiers, hormis la procédure de conciliation, et qui se fait dès la saisine via un formulaire qui a été mis en place sur le site internet de l'ordre, que vous retrouvez sur le lien qui est sous le PowerPoint, et qui permet d'accéder à l'ensemble des procédures, et à charge du coup pour le service résolution des litiges d'orienter le dossier vers la procédure qui est la plus adaptée. Donc je complète en plus, puisque là on est dans la précision. Donc 180 €, c'est TTC. Donc les experts comptables en général parlent de 150 hors taxe. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui doivent récupérer la TVA sûrement, hein, certainement. Donc voilà, donc c'est 150 hors taxe ou 180 TTC. Vous avez des questions? Allez-y. Chaque partie, du coup, dans ce cas-là. Oui, alors attendez, je suis obligé de répéter, pour les gens qui sont en visio, je suis obligé de répéter la question. Donc la question est judicieuse. Donc on vous a dit tout à l'heure que l'arbitrage, c'était vraiment une procédure à part et le coût était à part. Donc là, sur le slide, on vous a rappelé que quand c'est un litige entre client et expert comptable, c'est 600 € et que quand c'est un litige entre expert comptable, c'est 2400 €. Et là, c'est payé par les deux parties. C'est ça, par chacune des parties. Tout à fait. C'est 600 chacun, voilà. C'est une procédure spécifique, en fait, qui est régie par des textes spécifiques.
Donc ça, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc en fait, dans la nouveauté, comme l'a dit Kelly déjà, donc on a aussi pour accélérer les choses et pour alléger le travail des services, vous avez donc maintenant enfin au moins le demandeur, donc dans 90% des cas, les clients. Donc le demandeur a rempli un formulaire sur le site. C'est d'ailleurs une idée de la présidente Virginie Roitman, donc quand on avait travaillé là-dessus. Donc très bonne idée de la présidente. Là, je fais un peu le faillot, mais hein, faut pas. C'est juste. Il faut reconnaître que c'est plus efficace, effectivement. Voilà, et donc c'est effectivement extrêmement efficace. Donc elle a eu une excellente idée, donc on l'a retenue. Hein. C'est pas parce qu'elle était présidente, c'est juste parce que l'idée était bonne. Voilà. Donc après, on a un autre slide, non? Voilà. Oui, tout à fait. Donc on va revenir, c'est à qui? C'est à moi? Non, ici c'est moi qui interviens, je peux parler un petit peu quand même. Non, tu as parlé avant, tu m'as pris du temps de parole, c'est trop tard. Bon, arrête de me couper. Donc effectivement, on va voir qu'il y a ce que Michel a donné, on va le développer un petit peu au niveau des différentes commissions. Alors on a trois sortes de commissions. La première, c'est celle qu'on appelle respect des devoirs professionnels. Donc on vous a dit, cette commission est là pour régler des litiges, souvent des litiges qui ne sont pas que des litiges d'honoraires, qui sont plus des clients qui se plaignent de ne pas récupérer leurs pièces, de ne pas avoir leur bilan. Enfin, on a des problèmes, et souvent ce sont des problèmes qui peuvent être liés à des manquements déontologiques. Alors, en tant qu'expert comptable, c'est pas parce que vous êtes convoqué devant cette commission qu'il y a automatiquement des manquements déontologiques, mais il peut y en avoir. Donc cette commission, elle sert à quoi? Elle sert à ce que, d'abord, elle est présidée par un de vos confrères experts comptables, souvent assisté par un ou deux experts comptables supplémentaires. Donc on est trois professionnels. En face de nous, on a le client qui va demander pourquoi il se plaint, quels sont les éléments qui lui manquent. Et puis on a la plupart du temps le confrère qui est là également. Alors c'est une procédure qui est contradictoire, c'est-à-dire que le demandeur, on lui donne la parole et pendant 5 ou 10 minutes, il nous explique ce qui lui manque, ce qui ne va pas, etc. Après, on donne la parole la plupart du temps au confrère qui explique pourquoi il n'a pas pu faire le travail, pourquoi il n'a pas rendu les pièces, etc. Encore une fois que les deux parties se sont exprimées, ça nous permet, on agit un peu en tant que médiateur, on essaye de trouver des solutions. Donc on essaye de proposer des solutions. 9 fois sur 10, on arrive quand même, parce que généralement, le confrère est de bonne foi. Le client, on lui explique certaines choses, notamment que si des honoraires n'ont pas été payés, ça incitait pas le confrère à faire le travail. L'avantage de cette commission, c'est que on va détailler les engagements des uns et des autres. On va faire un petit PV, donc on va détailler que le demandeur va donner telle et telle pièce à l'expert comptable pour que l'expert comptable fasse le travail. On va déterminer dans quel délai le travail va être fait, par exemple, ou on va déterminer quelles sont les pièces que l'expert comptable va rendre au client, et encore une fois, dans quel délai. Si des honoraires ne sont pas payés, on va déterminer également la façon dont ces honoraires vont être payés, et on va faire un PV qui va retracer ces différents engagements qui vont être envoyés aux deux parties, et on va demander aux deux parties, à partir du moment où elles ont donné leur accord, on demande la signature des parties ou pas? Non, en fait, c'est pas un procès-verbal à proprement parler, c'est effectivement un courrier en fait qui retrace les engagements réciproques des parties. Voilà, mais ce sont généralement des engagements que les parties ont pris verbalement devant cette commission. Donc on ne fait que retracer les engagements des uns et des autres. Alors même si les parties n'ont pas signé, il y a quand même un engagement moral, et le gros avantage de cette commission, c'est que l'ordre va suivre les événements. C'est-à-dire qu'aux dates données, on va regarder si les diligences des uns et des autres ont bien été remplies. Et si ces diligences n'ont pas été remplies,
Au niveau de la commission, selon la gravité des faits qui pourraient rester, on va pouvoir demander certaines choses. On va peut-être pouvoir demander une convocation devant le président de l'ordre pour certaines choses. Éventuellement, si on estime qu'il y a des graves manquements du confrère, on va peut-être demander ce qu'on appelait avant un contrôle article 31, qu'on appelle maintenant un contrôle ponctuel. Mais il est ponctuel, il est quand même toujours, il dépend toujours de l'article 31, et c'est un contrôle que l'on va faire chez les confrères pour regarder si les manquements ont bien eu lieu ou n'ont pas eu lieu. Et selon les résultats, il peut y avoir éventuellement une traduction en chambre de discipline. Vous voyez, il y a quand même un pouvoir de cette commission qui est quand même importante. Généralement, on n'en arrive pas là, parce que 9 fois sur 10, on a des confrères de bonne foi et on arrive à trouver des solutions à l'amiable. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur cette commission. Michel? Je voulais ajouter un truc. Un, deux, c'est bon. En fait, ce qui est assez étonnant de façon pratico-pratique, ce qui est assez étonnant avec Jean-Marie, des fois on se dit ça, c'est qu'on s'aperçoit que très souvent, c'est des problèmes de... Donc là, on est en respect des devoirs professionnels, mais ça se traduit souvent par des problèmes de communication. J'ai envie de dire que c'est un peu comme dans les problèmes de divorce ou autres. Voilà, on a des fois des problèmes vraiment de communication entre les parties. Des fois, la commission se contente de dire aux parties, confrères, prenez votre agenda, madame la cliente ou monsieur le client, prenez votre agenda, fixez un rendez-vous. Ils fixent le rendez-vous et après, voilà, il n'y a plus de problème. Donc c'est quand même des fois c'est assez étonnant. Donc ceux qui pourraient être convoqués par cette commission, si vous pouviez prendre vos agendas avant de venir à la commission, tout le monde gagnerait du temps parce que malgré tout, donc on mobilise beaucoup de gens, des permanents, des élus bénévoles, etc. Donc si vous pouviez communiquer un peu plus quand il y a des problèmes de cet ordre-là, ça arrangerait la commission et puis vous verrez, ça vous fera gagner du temps aussi. Donc, alors, on a une question dans la salle, monsieur. Qu'est-ce qui se passe si l'expert comptable ne veut pas venir à l'entretien de la commission? Alors, que se passe-t-il si l'expert comptable ne vient pas à l'entretien de la commission? Président. C'est ce qui a commencé, enfin, ce qui s'est pas commencé, il a même fini. C'est ce que vous avez énuméré tout à l'heure, Jean-Marie. Donc, alors là, il a parlé de proposition de décision, mais donc selon la gravité des faits, le fait de ne pas venir, c'est déjà quelque chose de grave. Donc on va, quand on est gentil et quand on a le temps, quand il n'y a pas d'urgence, on va peut-être le reconvoquer en fonction aussi parce qu'après, il peut y avoir des cas de force majeure, mais donc en fonction des, on va dire, des excuses entre guillemets invoquées pour ne pas venir, s'il en a évoqué. Ça nous sert aussi, alors je fais une digression, mais ça peut nous servir aussi à détecter des difficultés chez des confrères, puisque donc avec Jean-Marie aussi, on siège à une autre commission qui s'appelle difficulté assistance et, confrères. Voilà, assistance confrère, et donc ça peut nous servir à détecter imaginez un confrère qui est en burn-out ou voilà, ou qui est hospitalisé pour plein de raisons. Donc ça peut nous servir aussi. Donc on essaye d'être vigilant là-dessus parce qu'effectivement d'envoyer en discipline un confrère qui serait à l'hôpital, ce serait quand même un peu dommage. Donc ça nous sert aussi de détection. Il y a plein de niveaux où on arrive au niveau de l'ordre et on s'est vraiment organisé pour ça. Il y a plein de niveaux, il y a plein d'aspects au niveau de l'ordre où on arrive à détecter le fait qu'on a des confrères qui peuvent être. Alors la période du Covid était encore plus prégnante pour ça, mais donc voilà. Donc ensuite. Donc je reviens à ce qu'a dit Jean-Marie tout à l'heure. Donc si le confrère, on va dire, est vraiment de mauvaise foi, etc., il peut être convoqué devant la présidente, puisque c'est une femme. Et puis on peut aussi aller voir ce qui se passe dans son cabinet, parce que écoutez, chers confrères, si manifestement là on a 10 clients qui se plaignent de vous voulez pas venir vous expliquer et a priori vous n'êtes pas malade. On va peut-être aller voir ce qui se passe dans votre cabinet. Donc c'est le côté contrôle ponctuel. Et puis on va dire l'étape ultime,
le Graal pour ceux qui sont au top niveau là, ils vont finir en chambre de discipline. C'est pas terrible la chambre de discipline. Je vous explique pourquoi. Parce que jusqu'ici, vous avez vu, vous êtes devant des consoeurs et des confrères, que ce soit en conciliation, que ce soit à la commission respect des devoirs professionnels, vous êtes devant des confrères et des consoeurs. Donc, par contre, en chambre de discipline, il ne faut pas oublier que c'est présidé par des magistrats professionnels. Donc là, vous n'êtes plus jugé par vos pairs. Il y a des experts comptables qui siègent, mais malgré tout, voilà, là, ça devient on est sur des procédures judiciaires et donc là, nous, en général, on ne conseille pas aux gens. Si vous avez autre chose à faire, on ne vous conseille pas d'aller en discipline. Maintenant, faites ce que vous voulez. On peut pas empêcher. Si certains se plaisent, voilà, on ne peut pas les empêcher. Donc. Et surtout, c'est une juridiction qui est indépendante de l'ordre. Donc, c'est-à-dire que l'ordre s'occupe uniquement du secrétariat de la Chambre, mais n'a pas accès au dossier en lui-même. Il y a simplement des permanents qui sont chargés du secrétariat de la Chambre et aucune autre personne peut accéder à ces informations. Donc, c'est vraiment dissocié de l'ordre. Oui, la chambre de discipline, ce sont des magistrats qui jugent. Donc après, l'ordre n'a plus rien à dire. C'est un magistrat qui va regarder votre dossier. Donc, pour répondre à votre question initiale, oui, il vaut mieux que l'expert comptable vienne s'expliquer devant ses pairs et de trouver une solution. C'est beaucoup plus simple. Alors là, oui. Sachant que j'aimerais effectivement ajouter que c'est quand même un cas assez exceptionnel que l'expert comptable ne vienne pas devant la commission, puisqu'on en a quelques-uns, mais effectivement, en amont du passage en commission, il y a des courriers qui sont envoyés, il y a des relances qui sont envoyées. Lorsque, effectivement, on a des difficultés dont on a connaissance par rapport à un expert comptable, parfois on appelle même l'expert comptable aussi pour comprendre pourquoi. Donc voilà, le but étant vraiment de servir d'intermédiaire pour trouver une solution aux différends et pas d'être là en tant que juge par rapport à la situation exposée. On est quand même au niveau de l'ordre, on est vraiment sur un fonctionnement confraternel. Le but, c'est pas de pénaliser les confrères. On va dire, c'est votre maison, donc vous avez le droit d'y venir. Et c'est pas parce que vous êtes convoqué à une commission que vous êtes un délinquant et que vous êtes déjà jugé. Donc non, au contraire, voilà, ça peut arriver à tout le monde. De toute façon, sur une carrière et vu le nombre de dossiers qu'on traite tous, forcément, à un moment ou à un autre, on peut avoir un litige avec un client. Donc nous, on vous conseille, quelles que soient les procédures, d'accepter les procédures de l'ordre en fait. Donc Jean-Marie, tu continues sur le dérogatoire ? Alors, je continue sur cette procédure d'urgence qu'on a mis en place parce qu'effectivement, la première commission, il y a quand même une inertie entre le moment où le client se plaint, où on envoie les bordereaux en lui demandant d'expliquer ce qu'il demande, de quoi il se plaint, le temps que la commission se mette en place. Souvent, on peut avoir un délai de peut-être un mois ou... Un mois, voilà. Donc, dans certains cas, ce délai d'un mois, il est trop long. On a des clients qui sont en plein contrôle fiscal où on leur réclame des FEC. On a des clients qui ont des contrôles URSSAF où ils n'ont pas les documents sociaux à proposer. Donc, on a mis en place cette procédure qui est vraiment dérogatoire, qui est une procédure d'urgence. Donc là, dans ce cas-là, un des vice-présidents ou le président de la commission se charge dans un délai très rapide. C'est comme il est noté sur le slide, entre 24 et 72 heures. Généralement, on essaye de ne pas attendre 72 heures, on n'attend pas 3 jours, on prend notre téléphone et on essaye de régler le problème. Alors, dans ce cas-là, on a un rôle de médiateur. Ça ne veut pas dire qu'on a réglé tous les problèmes, mais on essaye de voir avec le confrère pour déjà débloquer la situation, sachant que cette situation, une fois débloquée pour la partie urgente, on peut à nouveau le retrouver en commission pour régler l'intégralité du problème. Voilà, donc cette procédure dérogatoire, c'est quand même très exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel. Et comme on est 5 entre président et vice-président, on essaye parce que c'est pareil, on ne voudrait pas faire que ça non plus, donc on essaye de faire tourner, donc, et aussi pour être réactif, si par exemple je dis à Jean-Marie, est-ce que tu peux t'occuper de tel cas, il me dit non, là je peux pas parce que j'ai piscine, etc. Enfin bon, ou j'ai golf, en général c'est golf lui, donc piscine, oui. Il peut pas, ouais, plus que piscine, donc comme il peut pas, on demande à un autre vice-président qui n'a pas golf lui et pas piscine non plus d'intervenir, voilà.
Donc normalement, ça va assez vite, mais c'est pareil, c'est quand même dans des cas exceptionnels et particuliers. Voilà, et pour finir, alors nos procédures, je dirais traditionnelles, les procédures de conciliation et d'arbitrage. Michel en a déjà parlé en introduction. Procédure de conciliation, généralement, c'est lorsqu'il y a un souci uniquement d'honoraires avec un client. Souvent, c'est un client qui est encore client chez vous ou qui n'est plus client chez vous. Généralement, c'est le deuxième cas qui se passe. Donc, le but de cette commission, ça va être encore une fois de trouver un accord amiable entre les parties. Donc, comme disait Michel, souvent, le fait qu'il y ait un tiers dans le litige permet à chaque partie de déverser ce qu'elle a sur le cœur. Alors bon, souvent, c'est des petites rancœurs qui très rapidement, une fois qu'on les a exprimées, c'est déjà beaucoup plus facile. Donc le but pour nous en tant que conciliateurs, ça va être d'étudier le dossier, ça va être d'essayer de rapprocher les parties. Si on y arrive, et on y arrive quand même assez souvent, vous verrez tout à l'heure les chiffres, mais je crois qu'on arrive plus souvent à concilier qu'à ne pas concilier. C'est sûr, c'est sûr. On est majoritairement, moi, à vue de nez, j'aurais dit 2 tiers, 1 tiers, mais Thomas va nous dire ça. Allez, Thomas. 2 tiers, 1 tiers à peu près. Le but étant, encore une fois, que voilà, le conciliateur n'impose absolument aucune décision. C'est les parties qui, après discussion, après avoir écouté aussi l'avis du conciliateur neutre et impartial, qui s'entendent pour essayer de trouver une solution d'eux-mêmes. Donc voilà, il n'y a aucune... Alors, pourquoi nous, on vous conseille cette procédure? Pourquoi nous, on aime cette procédure au niveau de l'ordre? C'est plusieurs choses. D'abord, alors moi, je le dis systématiquement quand il y a des avocats qui sont présents, parce que donc souvent les parties viennent avec leurs avocats. Je dis, même si ça leur fait pas toujours plaisir, je dis il vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès, parce qu'un bon procès, évidemment, ça enrichit les avocats, mais ça prend du temps et voilà. Donc et ça prend du temps, le temps étant de l'argent, et puis ça crée des soucis, ça empêche de dormir, voilà. Donc il vaut mieux une conciliation. Voilà, même si on n'obtient pas 100% de ce qu'on envisageait par exemple, d'encaisser au départ, mais il vaut mieux une mauvaise conciliation, on va dire, entre guillemets, qu'un bon procès. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que vous êtes à nouveau, alors là, vous n'êtes pas jugé puisque vous êtes concilié, mais vous êtes face à un professionnel. C'est extrêmement important. Parce que la personne qui est en face de vous, le conciliateur, il connaît bien votre métier. Il sait ce que c'est qu'une lettre de mission, il sait ce que c'est des honoraires forfaitaires ou facturés au temps passé. C'est pas toujours le cas d'un juge. Donc dites-vous que quand vous allez, si vous en faites une question de principe, non mais moi je veux 100% de machin, vous allez aller devant un juge consulaire, c'est souvent un chef d'entreprise qui, par exemple, peut avoir eu un problème avec son expert comptable il y a longtemps. Exceptionnellement, il va peut-être pas forcément avoir un avis très très favorable sur les experts comptables. Vous voyez, donc nous, personnellement, on estime, et pour autant, on va dire qu'on va pas faire de parti pris, on va pas favoriser systématiquement les experts comptables. Mais je vous dis, le gros avantage, c'est qu'on connaît votre métier, on fait le même métier que vous, enfin, les conciliateurs font le même métier que vous, et donc du coup, voilà, vous allez avoir un interlocuteur qui va même être capable d'expliquer au client, non mais là monsieur ou madame, oui, là il a fait un travail supplémentaire qui n'était pas prévu dans la lettre de mission, donc c'était normal qu'il vous le facture. Voilà. Et alors un point important, lorsqu'il y a un litige d'honoraires, de toute façon, dans notre code de déontologie, l'expert comptable a l'obligation d'essayer de concilier. Donc, si vous allez directement devant un tribunal à réclamer des honoraires sans passer par la case conciliation, vous risquez de vous faire rejeter votre dossier par le tribunal en vous disant « Monsieur, vous n'avez pas essayé la conciliation, essayez la conciliation et s'il y a non-conciliation, vous reviendrez devant les tribunaux judiciaires. » Ouais, même si effectivement de temps en temps, là je crois qu'il y a une décision de jurisprudence récente, c'est dur à dire.
donc qui dit un peu le contraire pour un grand cabinet, je crois, qui avait été effectivement directement au tribunal, etc. Mais bon, donc on va quand même, de toute façon, c'est la tendance aujourd'hui, la justice, elle est embouteillée, et donc c'est aussi pour ça que les juges vont vous renvoyer systématiquement, que ce soit aussi au civil, ou vont renvoyer, si possible et systématiquement, devant des actions de médiation, de conciliation, etc. Donc de toute façon, c'est dans l'air du temps, et on vous redit, que ce soit une obligation ou pas, nous, on vous conseille de le faire. Voilà. Arbitrage, Jean-Marie, parce que là c'est un arbitre. Alors donc la conciliation, on a vu que le conciliateur essaye de concilier les deux parties. Il y arrive, c'est très bien. Il n'y arrive pas, il ne peut faire qu'un PV de non-conciliation. Le conciliateur n'a pas plus de pouvoir que ça. En arbitrage, c'est complètement différent. Alors, en arbitrage, souvent, ça porte sur des litiges qui sont financièrement beaucoup plus importants qu'en conciliation. Ce sont souvent des litiges entre confrères, souvent des litiges qui portent sur des cessions de clientèle, ou dans le cadre du contrat de cession de clientèle, une clause de compromissoire est insérée, et qui dit qu'en cas de contestation, on passera devant l'arbitrage de l'ordre. Donc là, l'arbitre va avoir un rôle prépondérant, quasiment le même rôle qu'un juge, puisque l'arbitre va rendre une sentence. Alors encore une fois, il y a un déroulé qui est quand même très lourd, puisqu'il y a souvent plusieurs réunions d'arbitrage. Les réunions ont souvent lieu avec les avocats de chaque partie. Naturellement, le principe du contradictoire est absolu. On entend les deux parties, on écoute les deux parties. L'intérêt de l'arbitrage de l'ordre, c'est que c'est un arbitrage en dernier recours. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'appel de cet arbitrage. Sauf si les parties ont prévu le contraire. Sauf si les parties ont prévu le contraire, mais dans le règlement de l'ordre des experts comptables, le principe, c'est une sentence sans possibilité d'appel. D'une part. C'est quoi la procédure en annulation Alors, sauf si l'arbitre n'a pas très bien fait son travail, dans ce cas-là, effectivement, une des parties peut attaquer la sentence, mais simplement l'attaquer en annulation pour défaut de contradictoire, pour défaut de délai, etc. Voyez, donc il peut y avoir qu'une annulation de la sentence si elle n'est pas correcte, mais il n'y a pas d'appel de la sentence. Sachant également que l'arbitre qui va gérer ce dossier va naturellement arbitrer en droit, mais il va également arbitrer en équité, ce qu'on appelle en amiable composition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de se plier à 100% aux règles de droit qui ont été émises. Il peut également juger en équité, c'est-à-dire regarder les positions de fait, et en équité, il peut moduler sa décision. Donc, c'est quand même un point également important. L'avantage de cette procédure, c'est que c'est une procédure qui est beaucoup plus rapide que d'aller en justice, qui est quand même beaucoup moins chère que d'aller en justice, puisque chaque partie a une somme à payer de 2 400 € entre experts comptables. Donc, quand il y a des sessions de clientèle qui portent quand même sur des centaines de milliers d'euros, voire parfois sur des millions d'euros, c'est quand même relativement peu important. Donc, c'est également une procédure qui est importante et qui est intéressante, je pense, pour les experts comptables. Merci Jean-Marie. Merci Jean-Marie.
Je donne la parole à Thomas. Alors effectivement, par rapport à la réforme en elle-même, on a sorti quelques chiffres pour justement mesurer son impact entre 2021 et 2022. Donc effectivement, sur une période de 8 mois, hein, donc de février à octobre, on reçoit à peu près 700 demandes. Sur ces 700 demandes, on en a à peu près 200 qui correspondent à des sollicitations par rapport à un engagement de responsabilité civile professionnelle, à une demande, une information de l'ordre d'une entrée en fonction par un expert comptable, l'usage d'un droit de rétention et parfois effectivement des demandes où les clients se plaignent du manque de professionnalisme de la personne qu'ils ont mandatée, sauf que cette personne malheureusement n'est pas expert comptable. Dans tous les cas, voilà, l'ordre intervient, enfin réalise un acte mais n'intervient pas en tant que tel. Donc ça correspond effectivement au litige hors attribution de l'ordre. Ensuite, donc on a à peu près donc 500 demandes qui relèvent donc des litiges entre experts comptables et clients ou entre experts comptables entre eux. Et parmi ces 500 demandes, on en a à peu près, en tout cas maintenant grâce à la réforme, 250 qui n'aboutissent pas dès lors que le client apprend effectivement que la procédure est payante. Donc comme quoi on a gagné on a bien fait de faire payer. En fait, le constat que nous, en interne, on a pu émettre, c'est que le client connaît maintenant qu'il a la possibilité de saisir l'ordre, mais qu'il se dit, bon, je vais peut-être d'abord voir avec mon expert comptable si je peux pas trouver une solution, parce que certaines demandes que l'on avait initialement, notamment en 2021, par exemple, c'est mon expert comptable ne me répond pas alors que je l'appelle tous les jours, il doit réaliser mon bilan le 18 mai, on est le 1er mai et j'ai aucune nouvelle de lui, je ne reçois pas sa facture, voilà, donc c'est vraiment pour des différends parfois qui nécessitent pas l'intervention d'un tiers et en l'occurrence l'ordre. Et d'autres différents, par exemple, on a été contacté en mai 2022 et en octobre, justement, on reçoit le formulaire de saisine parce qu'ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi à trouver une solution sur l'intervention de l'ordre. Donc, pour le coup, ça permet vraiment de filtrer naturellement les demandes et justement de permettre à l'ordre de s'intéresser aux demandes qui nécessitent vraiment l'intervention d'un tiers pour souvent des manquements déontologiques, un détournement éventuel de clientèle, des honoraires impayés, ce qui fait qu'effectivement, en l'occurrence, en 2022, on a moins de litiges déontologiques, mais on a toujours autant, si ce n'est plus, de litiges économiques, puisque la tarification a changé. Avant, c'était 480 € pour le demandeur et pour le défendeur. Maintenant, c'est 180 € TTC pour le demandeur exclusivement. Donc, le défendeur expert comptable n'a plus à payer la procédure. C'est d'ailleurs assez apprécié puisqu'il nous répond beaucoup plus, ce qui veut dire qu'on les relance beaucoup moins. Et le but aussi, là, c'est pas pour faire de la politique, mais le but aussi était de dire, en fait, voilà, c'est on peut avoir des confrères qui se disent mais je paye déjà, le client paye rien à l'ordre, mais moi je paye déjà une cotisation. Bah effectivement, confrère, on peut pas faire de discrimination en disant les clients paieront pas, enfin les clients paieront et les experts comptables paieront pas, mais dans les faits, bah, avec notre règle des 90-10, bah, dans les faits, c'est quand même les clients qui payent et effectivement les experts comptables bénéficient indirectement donc on va dire du service de leur cotisation et c'est tant mieux pour tout le monde. Tout à fait, exactement. Et donc, du coup, ce qui nous amène à un deuxième impact, hein, c'est que puisqu'on a une nouvelle tarification, on a moins de relances à réaliser, moins de saisines en soi abusives, hein, de l'ordre, si on peut appeler ça des saisines abusives, ça nous permet effectivement au niveau interne de mettre en place plus de conciliation et d'avoir donc des meilleurs résultats et des solutions qui sont trouvées de manière plus rapide, effectivement. C'est le dernier impact de cette réforme, c'est qu'au final, une procédure devant la commission, Jean-Marie parlait justement d'inertie entre la demande et le passage en commission. En 2021, on avait à peu près 90 jours entre la demande et la saisine. Aujourd'hui, on est à 56 jours. Donc voilà, on a une véritable avancée en termes de rapidité pour trouver une solution. Et ça, c'est effectivement non négligeable. 56 jours, c'est pour la commission respect des devoirs professionnels. 47 jours en moyenne, hein, donc on vous donne des délais moyens. 47 jours, c'est pour les conciliations. Donc vous voyez que ça va quand même assez vite et à un moment on arrive sur des délais un peu incompressibles puisque bon, évidemment il faut qu'on reçoive les demandes, qu'on les traite, qu'on nomme des conciliateurs, qu'on envoie les courriers, etc.
Donc, il faut compter en gros 1 mois. Et ensuite, il faut qu'on respecte un délai pour que, entre le moment où les gens reçoivent le courrier et puis le moment où ils sont convoqués, il faut aussi qu'ils aient un délai raisonnable, ne serait-ce que, voilà, parce que je crois que dans tous les métiers, d'être convoqué 3 jours après, c'est quand même compliqué. Donc, on a un deuxième délai et en fait, donc on est assez content d'arriver, voilà, à peu près aujourd'hui à 1 mois et demi entre le moment où on a la première saisine par le demandeur et le moment où on rend le PV de conciliation, de non-conciliation. Là, je pense principalement, évidemment, sur l'arbitrage, les délais sont différents et très variables, puisque, comme Jean-Marie vous l'a dit, ça va dépendre du nombre de réunions, des documents à traiter. Voilà, donc là, c'est vraiment très différent. Mais dans tous les cas, en conciliation, je pense que 1 mois et demi entre la demande et on va dire le résultat, ça me paraît plutôt efficient. Et sachant que pour les cas, on revient à ce qu'on a dit au départ, pour les cas urgents, etc., on a notre procédure dérogatoire qui nous permet aussi de traiter ou d'essayer de. Alors là, on est plus dans l'informel, mais on est donc d'essayer de résoudre les cas les plus critiques et les plus urgents. Voilà. Alors maintenant, on va vous proposer On va passer, oui, non, je vais dire à Kelly. Maintenant, on va entendre Kelly, on va pouvoir aller se reposer. Donc maintenant, Kelly. Ah non, aussi Thomas va rester aussi. Donc les deux vont rester, nous, on s'en règle, Jean-Marie. Hein. Donc maintenant, vous avez un certain nombre de questions qui reviennent régulièrement. Donc ça va déjà éviter à ceux qui sont dans la salle de nous les poser, puisqu'elles sont déjà écrites. Donc, Kelly va commencer par vous solutionner ou vous répondre à un certain nombre de vos questions et ensuite Thomas fera la même chose pour un certain nombre d'autres questions. Alors, avant, on peut peut-être, si des gens en visio ont des questions à poser, ils peuvent les poser, c'est ça, hein? Tu crois? Ou après? Non, mais après, ouais. mais vous qui êtes en visio, si vous avez des questions précises, n'hésitez pas, on va régler les quelques questions qui sont sur les slides, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser. Jean-Marie, là, c'est la règle des 20-80. Je pense qu'avec les quelques questions qu'on va mettre, on va couvrir 80% des demandes. Et il restera 20% et donc on compte sur la sagacité de nos experts en visio pour nous les poser. Voilà, justement, apparemment, on a une question qui est relative à des honoraires, donc peut-être qu'on va y répondre. Et des frais de procédure. Les frais de procédure, du coup, on les a déjà évoqués juste avant. Donc, très bien. Normalement, on a dû répondre du coup à cette question. On ne répond pas aux retardataires. Et voilà, du coup, on va passer à l'aspect pratique. Donc, à titre d'exemple, mon client. Les lire, hein, non? Tu veux que je les lise? Oui, vas-y, si ma grosse voix là. Mon client refuse de solder les honoraires en souffrance. Que puis-je faire, Kelly? Eh bien, dans ce cas-là, du coup, ce qu'il faut faire, c'est d'abord faire une relance au client pour le mettre en demeure de régler les honoraires qui vous sont dus, tout simplement. Et dans ce courrier de mise en demeure, il faut aussi indiquer au client qu'à défaut de règlement des honoraires, vous êtes susceptible de suspendre votre mission, puisque ça peut être un motif de suspension. C'est moi qui pardon. Ça peut être un motif de suspension de votre omission, puisqu'en fait, le client ne respecte pas une clause substantielle du contrat, qui est bien entendu de régler vos honoraires pour le travail que vous effectuez. Bien entendu aussi, comme vous l'avez compris, je pense et j'espère, quand il y a un litige d'honoraires, donc quand le client ne veut pas régler vos honoraires ou les conteste, dans ce cas-là, vous devez proposer au client la procédure de conciliation. Donc, on vous le recommande fortement de le faire par écrit ou par notre intermédiaire, parce qu'effectivement, c'est la procédure qui est adaptée pour régler ce type de différend. Il faut également adresser un courrier au président de l'ordre pour l'informer, si vous exercez un droit de rétention, pour l'informer en fait de l'exercice de votre droit de rétention et des démarches que vous avez effectuées auprès du client. Pardon. Merci. Donc, autre question? Ah ouais, mais puis-je faire usage de mon droit de rétention si l'indemnité de rupture prévue dans la lettre de mission ne m'a pas été réglée? Eh bien, non. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'une créance qui est certaine, liquide et exigible au sens de la jurisprudence. Parce qu'effectivement, pour exercer un droit de rétention, donc la créance doit être, comme je l'ai dit, certaine, liquide et exigible. Et cela correspond du coup à des honoraires impayés. Donc, si vous exercez un droit de rétention pour le non-paiement d'une indemnité de rupture, il y a des difficultés et vous risquez effectivement dans ce cas-là d'avoir un dossier devant la commission respect des devoirs professionnels. Et du coup, tu peux passer. Et question suivante. Voilà. Oh merde, c'était trop vite.
Non, si, c'est bon. Après, on vous expliquera en détail, hein, les conditions pour pouvoir exercer un droit de rétention. Et Bon, donc, là, c'est la suite, donc peut-être voilà, que exactement. tu peux répondre. Donc, puis-je faire usage de mon droit de rétention sur les travaux d'un client en procédure collective qui vont réapparaître, à mon avis? Donc, par rapport à ce type de cas, il y a un article qui est prévu dans le code de commerce, alors que je ne me souviens pas par cœur, mais voilà, qui est dans la slide suivante, merci. Le Qui, 622-5, tu ne connais pas par cœur. Exactement. Et en fait, qui indique effectivement que si l'administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire demande la communication de documents et livres comptables en vue de leur examen, dans ce cas-là, la transmission doit être faite. Donc, c'est une dérogation en fait à l'exercice du droit de rétention dans le cadre d'une procédure collective. Donc, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas exercer de droit de rétention. Puis-je accepter d'entrer en fonction pour un client prospect qui est en litige avec son ancien expert comptable? Eh bien, ça dépend. En fait, ça dépend parce que c'est le fameux courrier déontologique, effectivement, de reprise d'un expert comptable entrant à l'expert comptable sortant, avec effectivement une attitude à adopter, aussi bien par rapport aux confrères qu'aux clients et par rapport aussi à l'ordre au final. Donc, l'expert comptable entrant va bien évidemment envoyer un courrier déontologique à son confrère pour lui demander, en tout cas, si l'intégralité de ses honoraires ont été payés et aussi l'informer de son entrée en fonction. Et en l'occurrence, si son confrère lui informe que des honoraires sont en souffrance, l'expert comptable entrant devra s'efforcer d'obtenir la justification du paiement des honoraires par le client. Et si au final le client lui indique qu'il conteste ces honoraires, il faudra qu'il lui suggère par écrit de saisir effectivement l'ordre pour mettre en place une procédure de conciliation. Et par rapport à l'ordre, bien évidemment, adresser un courriel ou un courrier au président, en l'occurrence la présidente du Conseil régional de l'ordre de Paris pour le Conseil de Paris, pour justement l'informer de la situation. Voilà. Donc véritablement, encore une fois, le confrère sortant ne peut pas s'opposer à cette entrée en fonction. L'ordre ne peut pas autoriser l'entrée en fonction. On est vraiment dans une attitude confraternelle entre deux experts comptables. Alors Thomas, est-ce qu'un certain nombre de clients m'informent qu'ils quittent le cabinet pour aller chez un confrère? S'agit-il d'un détournement de clientèle? C'est la question qui fâche. Eh ben ça dépend encore une fois. Voilà, on ne fait que le répéter. Il y a un principe du libre choix par le client de son professionnel qui a été consacré par la jurisprudence en même temps que le principe de libre concurrence. Et pour qu'effectivement un détournement de clientèle soit caractérisé, il faut que des actes effectifs aient été réalisés par le confrère. Ces actes effectifs peuvent notamment donc être une confusion dans l'esprit du client, ça peut également être un dénigrement du confrère, une désorganisation directement dans le cabinet ou un parasitisme. Sachant qu'effectivement, il y a un principe de respect de la clientèle entre experts comptables, le fameux principe déontologique de loyauté entre confrères, et l'ordre émet quelques recommandations lorsque, par exemple, on a un collaborateur expert comptable qui décide de s'installer en tant que, à titre individuel, monter son cabinet, et que finalement certains clients souhaitent le suivre. On peut que vous recommander d'insérer une clause de respect de la clientèle, une clause de non-concurrence dans le contrat de collaboration, voire même une clause compromissoire qui permettrait d'attribuer compétence à l'arbitrage de l'ordre pour justement permettre d'éviter de saisir les tribunaux. Et pour qu'une clause de non-concurrence soit valable, il y a également 4 conditions du coup qui sont à respecter. Si tu veux Je t'en prie, elle est. D'accord. Donc, il y a 4 conditions qui sont à respecter. Donc, elle doit être limitée dans le temps, cette clause. Elle doit quand même permettre aux collaborateurs de pouvoir reprendre une activité auprès d'un cabinet. Et il doit y avoir une contrepartie financière. Et Dans l'espace. oui, merci. Et voilà, elle doit être limitée dans l'espace. Merci. Heureusement qu'il y en a qui suivent dans la salle. Maître Tumorel.
Alors, j'ai conclu un contrat, juste pour dire qu'on a eu en commission de règlement des litiges des affaires, Assez souvent, malheureusement. des affaires similaires, d'un confrère qui se plaignait d'un détournement d'une partie significative de ses clients. Et donc, on a reçu les confrères, on a essayé de trouver des solutions. Et s'il n'y a pas de solution, l'ordre peut quand même déclencher chez le nouveau confrère un contrôle ponctuel pour aller voir dans quelles conditions les clients sont passés de l'un à l'autre. Donc on a tous intérêt à ce que ça se passe bien et on a tous intérêt à ce que les choses se fassent confraternellement. Voilà, voilà. Alors la question suivante, j'ai conclu un contrat de sous-traitance avec un confrère, ça arrive également assez régulièrement, mais ce dernier conteste les factures que je lui adresse. Puis-je saisir l'ordre? Alors, ça veut dire qu'entre les deux confrères, il n'y a pas eu de contrat clair et net et écrit. Alors si, justement, il peut y avoir tout simplement un contrat clair et écrit et pourtant des difficultés entre les deux. Une contestation. Ouais. Et donc, effectivement, la réponse est bien évidemment oui. Au contraire, on ne peut que vous recommander de saisir l'ordre puisque ça permettra de trouver une solution assez rapidement et aussi de reprendre tout simplement le contrat de sous-traitance pour vérifier les obligations et droits de chacune des deux parties. Voilà, la sous-traitance entre membres étant autorisée, il n'y a aucune difficulté pour que l'ordre puisse intervenir s'il y a un contrat de sous-traitance. Voilà. Alors, s'il n'y a pas de contrat de sous-traitance, on se remet au droit commun et effectivement, le droit commun pose notamment le commencement d'exécution par écrit. On va prendre effectivement les actes qui ont été réalisés. Est-ce qu'il y a eu des factures qui ont été émises d'un expert comptable envers un autre, une prestation qui a été réalisée? Voilà, on a un ensemble des échanges de mails, exactement, etc. qui concrétise au final la relation professionnelle qu'il y a entre les deux. Alors effectivement, il n'y a pas de contrat de sous-traitance, donc c'est un manquement. Il n'y a pas de traçabilité, il n'y a pas de contrat qui pose les obligations de l'une et l'autre des parties. Quid des honoraires, du coup, qui sera effectivement plus compliqué à prouver. Ça me fait penser à autre chose. On n'a parfois pas de lettre de mission non plus dans des. Là, je parle pas de contrat de sous-traitance, mais pour les litiges précédents, on n'a parfois pas de lettre de mission, mais on arrive quand même à dire que, par le fait qu'effectivement, ça fait plusieurs années qu'il y a des facturations, des paiements, qu'il y a eu des échanges de mails, etc. On pourrait dire qu'il y a quand même une mission, il y a une mission de fait qui est en place. Alors, on a parfois aussi des lettres de mission, une lettre de mission initiale, et puis on s'aperçoit dans le cours de la mission que finalement, les travaux sont beaucoup plus volumineux que prévu et que le temps que passe l'expert comptable est beaucoup plus important. Et il est dommage assez souvent que l'expert comptable tarde à réagir et ne réagisse que tellement tardivement que le complément d'honoraires qui arrive au bout du compte n'est pas compris par le client et c'est un gros problème. C'est un peu comme si vous alliez chez un garagiste pour une vidange. S'il y a des travaux complémentaires, vous attendez à ce que le garagiste vous appelle pour vous dire j'ai telle et telle chose à faire, ça va vous coûter tant, est-ce que vous êtes d'accord? Alors souvent, dans notre métier, c'est la même chose, je pense. Exactement. Souvent, les confrères nous disent oui, mais c'était urgent, il m'a appelé, j'étais dans ma voiture, j'ai dit oui, je vais le faire. Et voilà, et c'est comme diraient les écrits restent, les paroles s'envolent. Mais même si vous ne voulez pas faire une lettre de mission, quelque chose de très formel, etc., faites au moins un échange de mails, quelque chose. Moi, de plus en plus sur ces missions ponctuelles, exceptionnelles, etc., de plus en plus, je dis aux collaborateurs, ça va coûter tant, envoyez un mail au client qui vous donne un accord. Le client, et si vous faites un accord en retour de mail, c'est déjà du temps de gagner et du litige en moins, parce que de toute façon, quand même, très souvent, les gens ont la mémoire courte. Hein. Il vous faut des écrits. De toute façon, sachez une chose, c'est que devant les tribunaux, il y a l'expert comptable est considéré comme le professionnel et le client est considéré comme celui qui n'est pas professionnel. Donc, dans le doute, les tribunaux jugeront toujours en faveur du non professionnel par rapport au professionnel. Donc, prenez vos précautions. Comme disait Michel, si vous n'avez pas le temps de faire des avenants à la lettre de mission,
qu'il y ait au moins des débuts de preuve, qu'il y ait au moins des mails dans lesquels vous dites au client, attention, il y a plus de travail que prévu, ça va vous coûter plus cher, je fais telle et telle chose, donnez-moi votre accord, parce que sinon vous allez vous faire avoir. Tout à fait. Et parce que la lettre de mission est effectivement essentielle et surtout nécessaire. Et je pense qu'on a bien insisté dessus. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, déjà dans la salle et puis dans après, la salle, et après en ligne. Et puis en visio. En visio. Non, dans, dans la salle. Tout à l'heure, vous avez parlé de lors d'une procédure d'arbitrage que l'une des parties pouvait demander l'annulation de la procédure d'arbitrage. Qu'est-ce qui se passe si elle est annulée? Est-ce qu'il y a une nouvelle procédure d'arbitrage derrière? Ou si elle est annulée, c'est annulé définitivement et après part devant les tribunaux, par exemple? Alors, à mon avis, si la procédure est liée à une clause compromissoire qui est dans un acte, si la sentence est annulée, un nouvel arbitrage va démarrer. Si je peux me permettre, faut véritablement distinguer l'annulation de l'arbitrage en lui-même pour des causes comme la réquisition. Oui, tout à fait. Mais en soi, il peut y avoir effectivement l'annulation de la procédure d'arbitrage en elle-même. Si par exemple l'arbitre ne peut plus réaliser sa mission, s'il y a une cause de récusation, du recours en annulation contre la sentence qui est exercée une fois que celle-ci a été réalisée. C'est qu'on a véritablement les parties, donc le demandeur qui saisit l'ordre pour mettre en place une procédure d'arbitrage, l'ordre qui contacte la partie adverse pour l'informer de la mise en application de la clause compromissoire qui est insérée dans le contrat. L'arbitrage est mis en place, un arbitre est désigné. Il y a toute une procédure donc, qui se met en place, des audiences et des réunions entre les parties avec l'arbitre. L'arbitre ensuite, à réception des mémoires et après avoir entendu les parties, a un certain délai pour rendre sa sentence. Une fois que la sentence est rendue, au niveau des textes légaux, c'est un recours en annulation qui est possible contre cette sentence, mais pour des cas extrêmement limitatifs. En droit, en arbitrage interne, il y a 6 cas en l'occurrence de recours en annulation. Voilà, c'est par exemple si l'arbitre est allé au-delà de ce qu'on lui a demandé, si l'arbitre a été désigné en tant qu'arbitre alors qu'une procédure devant les tribunaux était déjà en cours. Enfin voilà, c'est vraiment pour des cas extrêmement limitatifs. On n'est pas du tout sur une annulation de l'arbitrage en lui-même qui là est pour des cas... Il ne faut pas partir de l'idée que si la sentence ne vous plaît pas, vous allez pouvoir facilement la faire annuler, quoi. C'est vraiment très, très exceptionnel, quoi. Bon, il paraît qu'il y a eu un cas et au niveau de l'ordre, avec une grande banque et peu de cas. Avec une grande banque et un chef d'entreprise. Oui, mais c'était pas un arbitrage de l'ordre, c'était un arbitrage devant une cour internationale. Mais au niveau de l'arbitrage de l'ordre, comme en plus c'est un arbitrage qui est en équité, en amiable composition, c'est pas uniquement un arbitrage en droit. Donc les avocats ne peuvent pas dire ah vous avez violé le droit, parce que l'arbitre peut très bien dire le droit me disait telle chose, mais j'estime eu égard aux éléments de fait que je peux donner une opinion différente. Donc c'est très compliqué de faire annuler une sentence arbitrale, une sentence de l'ordre, j'entends. Et en parlant simplement de sentence arbitrale, simplement pour compléter, parfois il arrive qu'on soit saisi en fait pour un arbitrage via un contrat qui prévoit une clause compromissoire, donc comme on vous l'a expliqué, une clause d'arbitrage, sauf que le demandeur veut également qu'une autre partie tierce soit dans l'arbitrage, dans la procédure d'arbitrage, parce qu'il estime qu'il a un lien tel qu'il doit en fait faire partie de la procédure. Et par rapport à ce type de cas, dans tous les cas, pardon, c'est l'arbitre qui va statuer sur sa propre compétence, c'est-à-dire que l'arbitre va être saisi à l'égard de la demande initiale du demandeur et vis-à-vis de la personne qui est liée par la clause compromissoire, et ce sera lui qui déterminera si oui ou non la clause s'étend à une autre partie selon lui. Donc il statue sur ce point. Je crois qu'on est dans des trucs compliqués, hein, donc nous on aime bien la conciliation, vous avez entendu, hein, conciliation.
Voilà. Allez-y, une autre question. J'avais une question en termes de géographie. Lorsqu'un litige oppose deux confrères qui sont situés dans des ressorts différents. Là, Ce c'est qui une peut bonne arriver, question. quel est le ressort C'est qui une est bonne question compétent? et on a la réponse. Alors du coup, le conseil régional qui sera compétent, c'est celui du plaignant. Donc c'est lorsque le plaignant nous saisit, dans ce cas-là, s'il est bien inscrit par exemple en région Île-de-France, on sera compétent pour traiter le litige. En revanche, si la personne qui nous saisit finalement est elle inscrite, je sais pas, au conseil régional PACA, dans ce cas-là, ce sera eux qui seront compétents et il ne pourra pas nous saisir. Et donc, vous allez convoquer des personnes qui sont situées, par exemple, à l'autre bout de la France, et s'ils veulent pas venir parce que... On a la possibilité de visioconférence aussi qu'on met en place. On est effectivement très moderne. On fait des conciliations, même des conciliations en visio, avec signature électronique des documents. Donc, voilà, si vous aimez la modernité, il n'y a aucun souci. L'ordre est à votre service et on n'a que des conciliateurs geeks. Hein. Je parle de mon confrère. Voilà. Donc, on n'a que des conciliateurs geeks, donc tout va bien. Autre question? Alors, pas de questions dans la salle, donc on va continuer peut-être les questions en ligne. Alors, Aline va nous lire les questions en ligne. Oui, alors il y avait juste une question, concernant les frais Alors, il parle de procédure de conciliation, mais je pense que c'était des frais pour une procédure d'arbitrage dont il était question, parce qu'il parle de procédure de conciliation de 1 200 € hors taxe pour un litige entre deux experts comptables. Litige d'honoraires et demander. Oui, mais c'est l'ancien tarif. Il se passe avant, c'est que les conciliations entre confrères étaient au même tarif, que ce soit conciliation ou arbitrage. C'est-à-dire que 2 400 par partie, et après ce tarif de 1 200 correspondait aux 50% de remise qu'on a appliqué durant le Covid. Donc, vous voyez, donc là, on est sur vraiment, donc c'était l'ancien tarif, mais c'est plus le cas en tous les cas. Je crois, hein. Maintenant, on est à 150 pour le demandeur, enfin 150 hors taxe pour le demandeur. Seule question? L'arbitrage n'a pas été impacté par la réforme. Là, la question était sur une conciliation. Jean-Marie s'inquiète, il a peur de toucher que 150 € par arbitrage. Là, et je pense qu'on ne reverra pas peut-être. Quand je vois le travail qu'il y a à faire en arbitrage, qui est très lourd, oui, effectivement, je m'inquiète. Ouais. Bah écoute, on va t'en mettre qu'une dizaine par an. Après, 150 x 10, c'est bon. Hein. Non, en fait, voilà, pour les statistiques, je ne sais pas si on a vu, mais on a, je crois, 6 arbitrages par an. 6 arbitrages par an, vous avez vu, par rapport à 86 conciliations. On était déjà à 86 conciliations. Donc, on n'est vraiment pas du tout sur la même proportion, mais c'est logique. Hein. C'est vraiment, ça correspond, comme on vous l'a expliqué, à des cas bien précis et bien particuliers, et surtout des litiges sur des sessions de clientèle entre confrères, principalement. Il va falloir qu'on invente des questions, sinon on va être obligé de partir plus tôt à l'apéro. Jean-Marie, c'est pas une mauvaise chose. Dans la salle. Donner un micro. Quelqu'un peut donner un micro? Bonsoir. Peut-être, c'est pas une question, mais une observation. Je pense aussi que le service proposé par la commission permet aussi de rétablir une bonne image de notre profession à l'égard des clients, de nos clients qui ont peut-être eu une mauvaise aventure. Enfin voilà, et voilà, je trouve que ça permet vraiment de donner une image très positive de notre profession à l'égard des clients qui ont pu effectivement rencontrer des difficultés avec leur expert comptable. Voilà. Écoutez, comme dirait, c'est tout à fait le but du service résolution du litige. Donc, mais on se connaît pas, c'est un témoignage, c'est un vrai témoignage. C'est pas un faux témoignage, non, parce que je m'inquiète des fois. Non, écoutez, merci de dire ça, parce qu'effectivement, c'est vraiment le but.
C'est vraiment le but de la commission et je crois que ça apporte vraiment effectivement vis-à-vis de l'extérieur. De toute façon, le rôle de l'ordre des experts comptables, c'est aussi de défendre l'image de la profession par rapport à l'extérieur. On dit que souvent le rôle des syndicats, c'est de défendre les experts comptables eux-mêmes. Le rôle de l'ordre, c'est de représenter donc la profession vis-à-vis des pouvoirs publics, mais aussi vis-à-vis du grand public et autres. Donc je pense que ça va tout à fait dans ce sens-là. Alors Aline, d'autres questions ou pas d'autres questions? Ah, ça m'étonnait qu'on n'ait pas plus de questions. Il y a eu un stockage des questions, c'est la faute à Julien, sûrement. C'est forcément la faute de Julien, non? Alors, il y a une question. Comment devient-on arbitre ou conciliateur? Ah, voilà, ça c'est un truc. Alors à part c'est quoi? C'est un chèque, faut envoyer un chèque au président, non? C'est pas comme ça? Et au vice-président aussi, non? Je crois que c'est plusieurs chèques qu'il faut faire. Et blague à part, c'est, écoutez, nous, on dit toujours, voilà, l'ordre, c'est votre maison. Deuxièmement, on a quand même beaucoup de gens qui sont des bénévoles. Et troisièmement, moi, je suis, en tout cas, personnellement, je suis pour que les commissions soient le plus ouvertes possible. Donc, vous avez le droit. Alors après, il faut effectivement avoir un goût pour ça, etc. Mais volontiers, vous pouvez écrire donc au service. Donc l'adresse mail, c'est conciliation au singulier ou pluriel? Conciliation au singulier @oc-paris, etc. Donc ce sera sûrement écrit à la fin du slide. Donc, mais donc faut pas hésiter à envoyer, des candidatures. Comment on fonctionne en fait? On va commencer à vous faire passer par la commission respect des devoirs professionnels, parce que là l'avantage c'est que vous n'êtes pas tout seul. Donc, ça va vous permettre de voir un peu comment ça fonctionne. Vous allez voir déjà un certain nombre de litiges et de modes de fonctionnement dans les relations entre clients ou entre experts comptables. Ça va vous rappeler quelques règles déontologiques parce que malheureusement, même nous, des fois, il y a des règles déontologiques. C'est pour ça qu'on est assisté par nos juristes et qu'on est bien content de les avoir. Même nous, on n'a pas toujours toutes les subtilités dans tous les domaines. D'ailleurs, on fait aussi, alors bientôt, on va faire une formation on essaye d'en faire une chaque année. On va refaire une formation de nos conciliateurs et arbitres. On va, dans cette formation-là, c'est vraiment, là, pour le coup, on va faire un focus sur un rappel de la déontologie. Donc, ceux qui veulent sont les bienvenus. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Voilà, donc c'était pour dire que ceux qui veulent venir à la commission sont les bienvenus. Bon, après, on a 500 confrères. Alors après, vous avez remarqué qu'on n'a que 86 conciliations. Donc, si on a 500 candidats, ça va être, vous aurez une conciliation tous les 5 ans, quoi. Voilà. Alors après, je ne dis pas qu'on regarde le casier judiciaire, mais on attend à ce que les gens qui postulent n'aient pas eu de démêlés défavorables avec l'ordre. Oui, si ce sont des confrères qu'on retrouve régulièrement en commission. Il y en a très très peu. Mais tous les confrères sont les bienvenus. Et c'est vrai que de temps en temps, on ouvre cette commission à d'autres confrères, parce qu'on a également des confrères qui étaient là et qui s'en vont, qui prennent leur retraite. Donc, effectivement, on a besoin de renouveler ces commissions. Autre question, Aline? Une question relative à la suspension de mission. Donc, après 3 relances clients et une suspension de mission, l'expert comptable indique avoir adressé une lettre de démission au client et demande de paiement par le client par la suite. Il demande s'il doit refaire une nouvelle lettre de mission s'il souhaite continuer a posteriori. En fait, ce qui est important, si vous souhaitez interrompre une mission avec un client pour le non-règlement de vos honoraires, c'est de faire en sorte d'éviter de lui porter préjudice, parce que sinon, vous avez un risque de mise en cause de votre responsabilité. Donc, le mieux, c'est effectivement d'adresser plusieurs relances, comme vous l'avez fait au client pour lui rappeler de régler vos honoraires, sans quoi vous risquez de suspendre de 1 la mission ou de 2 interrompre la mission. Mais il faut également lui laisser quand même un délai raisonnable pour que le client puisse aussi se retourner derrière et trouver un nouvel expert comptable. Donc, suspendre la mission le 14 pour la TVA à payer au 15, c'est vrai que c'est un peu limite, voilà. Donc peut-être mieux le faire le 15 du mois précédent pour le 15 du mois suivant, qu'il ait le temps de trouver un expert comptable éventuellement ou de faire lui-même sa TVA.
Autre question, Aline? Oui. Alors, en cas de litige client entre un client et un confrère, rétention de documents, quel CROEX saisir? Thomas ou... Eh bien, effectivement, les conseils régionaux sont compétents lorsque l'expert comptable en question dépend du conseil régional et est inscrit au tableau. Donc, si effectivement l'expert comptable est inscrit au tableau de Paris, ce sera le conseil régional de Paris qui sera compétent. Si l'expert comptable est inscrit à Bordeaux, bon, bah, ce sera le conseil régional de la région de Bordeaux qui sera compétent. C'est véritablement dans les litiges entre experts comptables entre eux où on prend en considération le fait que le plaignant expert comptable est à Paris pour justement pouvoir intervenir. Et pour compléter les propos de Thomas, il faut aussi savoir que quand vous reprenez un dossier et que vous vous rendez compte qu'il y a un litige entre le client et son ancien expert comptable, vous, en tant que confrère, vous ne devez pas vous immiscer dans le litige. Dans ce cas-là, il faut orienter le client vers nous, donc effectivement via le service résolution des litiges, pour qu'il puisse nous saisir et qu'on puisse intervenir dans ce litige, enfin pour ce litige, pour régler ce litige. Et là, je remercie Kelly parce que franchement, alors des fois c'est en toute bonne gentillesse, etc., ou des fois beaucoup plus limite, mais quand vous avez un nouveau confrère sur un dossier qui fait une attestation comme quoi il y a tel et tel problème sur le dossier du confrère précédent, c'est quand même ce genre d'attestation à manipuler avec de très très grandes précautions, parce que là, je parle sans même parler de déontologie, mais c'est quand même prendre un risque important par rapport à un dossier que vous connaissez pas forcément. Voilà, je pense que Jean-Marie, je sais pas ce que tu en penses, mais non, absolument. Il faut se méfier de toute forme d'attestation que pourrait vous demander un nouveau client quand vous ne connaissez pas les antécédents, les arriérés. Donc, ce genre de choses est vraiment à proscrire. ouais, voilà. Donc, éviter ce genre d'attestation, ce serait bien pour tout le monde. Même si le client, même si vous voulez faire plaisir à votre nouveau client, pensez que peut-être que la fois d'après, ce sera vous qui serez en position, parce que des fois, les clients qui changent, il y en a, c'est aussi des malades du changement. Donc peut-être que la fois, ouais, des girouettes, comme dirait Jean-Marie, donc peut-être que la fois d'après, ce sera vous qui serez en position d'avoir une attestation contre votre travail. Donc, c'est pas forcément top. Aline, une autre question. Oui, alors quand un client reconnaît la dette d'honoraires mais ne règle pas et prétend ne pas avoir les moyens de payer, est-ce qu'il est nécessaire de demander l'arbitrage de l'ordre ou peut-on saisir le tribunal de commerce pour obtenir une injonction de payer? Bah, à mon avis, s'il reconnaît la dette, il n'y a plus de litige. Enfin, le litige, c'est le paiement, non? C'est ça. Du coup, il n'y a pas de litige en soi puisque le client ne conteste pas les honoraires. Donc là, la difficulté, c'est que le client, par contre, risque peut-être de se retrouver en état de cessation des paiements. Et si c'est le cas et que du coup une procédure collective est ouverte, dans ce cas-là, ce seront du coup les textes du Code de commerce qui s'appliqueront. Donc l'expert comptable devra déclarer sa créance dans les délais pour justement faire partie des créanciers. S'il touche 20% de ses honoraires, il aura de la chance. Cela dit, il peut y avoir le client qui reconnaît sa dette mais qui ne paye pas, et l'expert comptable qui justement utilise son droit de rétention pour ne pas donner des documents parce qu'il n'est pas payé. Donc dans ce cas-là, effectivement, on peut inciter le demandeur à venir nous voir, à venir en conciliation, parce qu'au niveau de la conciliation, on va peut-être trouver une solution. On va peut-être trouver une solution de dire vous faites 12 chèques aux clients sur un an, etc. Sur ça aussi, on peut trouver des solutions pour débloquer une situation sans passer par le tribunal. Donc pensez toujours qu'on est, voilà, on a dit, c'est comme dans le divorce, que nous, on est un conseil extérieur, on n'est pas dans l'affect, il n'y a pas de, voilà, donc c'est plus facile d'avoir un avis, de faire des propositions quand on n'est pas impliqué dans un litige. Nous sommes les couteaux suisses de l'ordre des experts comptables de Paris. T'es un couteau suisse, toi. Ouais, je me disais bien, tu avais une tête de couteau suisse. Ah, des fois, on me dit une épée, mais là, je parle de couteau suisse. Enfin, bon, bref. Aline, je préfère pas répondre. Alors, que peut-on faire lorsque le temps à passer sur un dossier est supérieur à ce qui avait été prévu, que même si le client a été prévenu, celui-ci ne veut pas régler un complément d'honoraires? Est-on obligé d'établir le bilan dans ce cas?
En fait, c'est toute la problématique liée à la lettre de mission et comme l'expliquait Michel, c'est à partir du moment où vous établissez une lettre de mission qui prévoit les honoraires pour un tel travail que vous avez du coup estimé le temps que ça prendrait, vous êtes mis d'accord avec le client sur les honoraires. Si par la suite vous vous rendez compte que le travail prend beaucoup plus de temps que prévu, qu'il y a une charge beaucoup plus importante, ça peut être peut-être lié au chiffre d'affaires du client qui augmente, enfin ça je ne saurais dire. Mais dans ces cas-là, pensez à faire un avenant à la lettre de mission ou même envisager une nouvelle lettre de mission pour se mettre d'accord avec le client parce que c'est important de recueillir son accord sur les honoraires que vous fixez. Là, de ce que je comprends de la question, en plus de ça, le confrère a obtenu l'accord, mais malgré ça, après, le client ne veut plus payer. Donc, il a eu l'accord, mais ensuite, il ne veut plus payer. Est-ce que la question, c'était est-ce qu'il doit quand même finir le travail, faire le bilan ou autre? Non, parce que quelque part, s'il a un accord sur on va dire, un élargissement de la mission, on revient au cas où la possibilité de suspendre, donc avec toutes les règles qu'Elie vous a rappelé tout à l'heure, les règles à respecter de mise en demeure et autres. Mais je pense qu'on est sur un cas presque normal, entre guillemets, normal, j'exagère. Moi, je mettrais quand même un petit bémol parce que ne pas terminer le travail, si derrière le fait de ne pas terminer le travail fait que le client n'a pas ses comptes, par exemple, que parce qu'il n'a pas eu ses comptes, il n'a pas eu droit à certaines aides au moment du Covid, ça jouait sur certaines aides. Il ne faudrait pas non plus que le client se retourne mettre en cause la responsabilité civile du professionnel qui est l'expert comptable. Dans ce cas-là, moi, j'aurais tendance à terminer le travail, peut-être à user de mon droit de rétention, de dire au client, le travail est fini, je suis prêt à le donner contre ce que vous me devez. Si vous n'êtes pas d'accord, on va en conciliation, on va essayer de trouver une solution. Et donc, droit de rétention sans aide, merci de dire qu'on fait un droit de rétention et qu'il n'aura pas les aides pour autant. Hein. Comme quoi, moralité, il aura les aides, Michel. Il aura les aides parce qu'on va trouver une solution par rapport à ses arriérés d'honoraires et le client aura son bilan. Non, mais c'est pour dire que c'est pas facile. Trouver des solutions. Voilà. On est sur des domaines pas faciles. Le but, c'est de trouver des solutions. Si je peux effectivement intervenir, par rapport effectivement à la volumétrie, en pratique, effectivement, c'est compliqué parfois pour certains experts comptables de constater le temps passé sur un dossier et de savoir combien de temps effectivement un expert comptable ou ses collaborateurs vont passer sur ce dossier. Et ce qu'on peut que recommander au niveau de l'ordre, c'est d'insérer des clauses dans vos lettres de mission qui prévoient que les honoraires vont être remodelés par rapport à la volumétrie, le temps passé dans le dossier. Et là, effectivement, la lettre de mission qui est le contrat entre les deux parties et qui met en place, qui met par écrit les obligations de chacune des deux parties, si le client ensuite conteste les honoraires du fait de cette augmentation, de cette volumétrie supérieure, l'expert comptable pourra se fonder justement sur la lettre de mission, sur la signature du client qui était au courant justement de cette possibilité. Tout à fait. Donc, c'est important de recueillir le consentement du client. S'il est d'accord, si vous l'a dit à l'oral, il faut que ce soit écrit. Comme ça, vous avez trace en fait de son accord. Et par ailleurs, pour compléter ce que disait quand même Jean-Marie sur la partie responsabilité, faut pas oublier que vous avez un devoir de conseil et d'information à l'égard du client. Donc, quand bien même il ne réglerait pas les honoraires et ne serait pas d'accord, les contesterait, vous devez quand même expliquer au client par écrit que le non-paiement de vos honoraires va engendrer telle et telle situation pour lui qui sera dangereuse du coup puisqu'il ne pourra pas par exemple bénéficier des aides de l'État et vous c'est votre devoir de le faire parce qu'autrement le client peut mettre en cause votre responsabilité, il démontrera qu'il a subi un préjudice parce que pour défaut d'information, qu'il y a un lien de causalité et que ça résulte d'une faute de votre part. N'oubliez pas ce qu'on disait aussi tout à l'heure, ce que disait Jean-Marie, que devant les tribunaux, vous êtes le sachant et le client, c'est le pauvre malheureux qui est au courant de rien. Et même si vous lui avez expliqué oralement, soit il aura oublié volontairement, involontairement, mais donc de toute façon, devant les tribunaux, ce sera toujours vous le sachant et donc s'il y a doute entre les deux, ce sera toujours vous qui aurez tort, à mon avis. Autre question, peut-être dernière question, Aline. Oui. Une belle question pour finir. Alors, une belle question. Je choisis une très belle. Non, celle-là est pas belle. Alors, il y a des questions qui peuvent être groupées. Donc, c'est de savoir si tous les conseils régionaux
ont-ils une procédure d'urgence et si la commission intervient sur l'ensemble du territoire français? Alors là, non, hein, vous avez compris qu'on est le meilleur conseil régional de France. Ça me paraissait évident, mais je vais le redire. Donc tout ce qu'on a fait là, c'est du top niveau. Ça n'existe nulle part ailleurs. Non, j'en sais rien en fait, parce qu'on sait pas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces procédures de résolution de litige, elles sont propres à chaque conseil régional. Pour la petite histoire, je connais un peu le conseil régional de Guadeloupe, et a priori en Guadeloupe, de ce que j'ai compris, il n'y a pas de conciliation et de respect des devoirs professionnels. C'est une commission unique et en fait, j'ai envie de dire que la conciliation se fait lors des réunions de la commission, donc devant les membres de la commission et avec le client et l'expert comptable. Donc chaque région en fait organise, ça reste du domaine de chaque conseil régional. Après, toutes les régions n'ont pas non plus les mêmes moyens. C'est-à-dire que donc nous, vous le voyez, on a des permanents, etc., des permanents efficients, mais toutes les régions n'ont pas les mêmes moyens en termes de permanents. Toutes les régions n'ont pas les mêmes volumétries. Donc voilà. Et ça va me permettre de conclure, puisqu'il est 19h30, pour vous remercier à tous ceux qui sont dans la salle. Voilà, déjà, pour nous avoir posé plein de questions, pour avoir témoigné que on avait une utilité formidable, donc je retiens aussi la chose. Et on va remercier aussi tous ceux qui sont en ligne, donc d'avoir assisté jusqu'à la fin. Et ben, écoutez, on espère qu'on vous a bien informé et on vous dit à un prochain rendez-vous du 50. Et je me permets simplement de compléter, pour rappeler l'adresse à laquelle vous pouvez nous écrire pour saisir le service résolution des litiges. Donc, il n'est pas forcément présent sur le slide, mais il le sera dans le slide qui vous sera communiqué par la suite. Donc, c'est conciliation au singulier @oec-paris.fr. Génial, merci et à bientôt.